Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va, comme d'habitude, se faire exploser le cerveau. Aujourd'hui, Thomas, on s'attaque à un sujet qui me donne le vertige rien que d'y penser. On va parler de notre place dans l'univers, mais pas de manière philosophique ou poétique. On va parler chiffres, énergie et survie. On va parler de l'échelle de Kardashev. Et si j'ai bien compris ton briefing avant l'émission, la conclusion c'est qu'on est nul ? Salut Sarah. Alors nul, c'est peut-être un peu dur, mais disons qu'on est primitif, vraiment primitif. C'est ça qui est fascinant avec l'échelle de Kardashev. C'est un outil théorique inventé en 1964 par l'astrophysicien russe Nikolai Kardashev pour classer les civilisations technologiques possibles dans l'univers. Et quand on applique cette grille de lecture à l'humanité, on réalise qu'on se la raconte un peu trop avec nos iPhones et nos voitures électriques. C'est ça que j'adore. On a l'impression d'être au sommet de l'évolution. On a Internet, on va sur Mars, on a de l'intelligence artificielle, et toi tu arrives pour me dire qu'à l'échelle cosmique, on est encore des hommes des cavernes qui tapent sur des cailloux ? Exactement. C'est une question d'énergie. Pour Kardashev, le niveau d'avancement d'une civilisation se mesure uniquement à la quantité d'énergie qu'elle est capable de capter et d'utiliser. C'est tout. Pas la culture, pas l'art, juste l'énergie. Et quand on regarde l'humanité aujourd'hui, on tire notre énergie d'où ? Principalement de plantes mortes et écrasées depuis des millions d'années. Le pétrole, le charbon, le gaz, c'est ce qu'on appelle des combustibles fossiles. On brûle des restes organiques pour se chauffer. À l'échelle de l'univers, on est une civilisation de type 0. Attends, type 0 ? On n'est même pas sur l'échelle ? Je croyais qu'il y avait type 1, 2 et 3. On n'a même pas passé le premier barreau ? Non, on n'y est pas encore. Carl Sagan, le célèbre astronome, a affiné le calcul et a estimé qu'on est environ à 0,7. On est une civilisation embryonnaire. Pour être une civilisation de type 1, il faudrait qu'on soit capable d'utiliser l'intégralité de l'énergie disponible sur notre propre planète. Toute l'énergie solaire qui frappe la Terre, toute l'énergie éolienne, thermique, marémotrice, on devrait avoir un contrôle total sur les ressources énergétiques de notre bille bleue. Aujourd'hui, on en capte une fraction ridicule. On est comme des fourmis qui marchent sur un panneau solaire sans savoir comment le brancher. C'est une image assez humiliante, je te l'accorde. Mais alors, imaginons qu'on y arrive. Imaginons qu'on passe de 0,7 à 1. À quoi ça ressemble concrètement une civilisation de type 1 ? C'est de la science-fiction ou c'est juste nous avec plus de panneaux solaires ? C'est un changement de paradigme total. Une civilisation de type 1, c'est une civilisation planétaire. Ça veut dire qu'on maîtrise la planète, littéralement. Aujourd'hui, quand il y a un ouragan, un tremblement de terre ou une éruption volcanique, on subit. On se cache, on prie et on répare les dégâts après. Une civilisation de type 1 ne subit plus la météo, elle la contrôle. On parle d'une humanité capable de dissiper un typhon avant qu'il ne touche la côte, de canaliser la puissance des volcans pour produire de l'électricité, peut-être même de modifier le climat à volonté pour optimiser l'agriculture. On devient les jardiniers de la Terre, plus seulement ses locataires. C'est dingue ! On parle de géo-ingénierie à une échelle absolue. Donc plus de catastrophes naturelles ? Plus de catastrophes naturelles incontrôlées, non. On aurait une maîtrise totale. Michio Kaku, un autre physicien célèbre dont on parlera sûrement tout à l'heure, dit souvent qu'une civilisation de type 1, c'est un peu ce qu'on voit dans Buck Rogers ou Flash Gordon. On voyage partout sur la planète instantanément, on a une culture planétaire unifiée, une économie planétaire. On commence à voir les prémices de ça avec Internet, l'anglais comme langue internationale, l'économie globalisée. On est en transition, mais le saut énergétique est colossal. On doit multiplier notre production actuelle par 1000 ou 10 000 pour atteindre ce stade. D'accord, donc type 1, on est les maîtres de la maison Terre. Mais l'échelle va jusqu'à 3. Si type 1, c'est la planète, type 2, c'est quoi ? Le système solaire ? Voilà, tu as compris la logique. Le type 2, c'est le saut vers l'immortalité potentielle. Une civilisation de type 2 est une civilisation stellaire. Elle a épuisé les ressources de sa planète et elle a besoin de plus, beaucoup plus. Et où se trouve la plus grande source d'énergie du coin ? Le soleil. Oui, mais on utilise déjà le soleil. Mes panneaux solaires sur le toit, c'est du type 2 alors ? Ah non, pas du tout Sarah. Des panneaux solaires captent une minuscule fraction de ce que le soleil nous envoie. Et la Terre elle-même ne reçoit qu'un milliardième de l'énergie totale émise par le soleil. Le reste part dans le vide de l'espace, perdu à jamais. Une civilisation de type 2 ne gâche rien. Elle capture toute l'énergie de son étoile, 100%. C'est là qu'intervient le concept de la sphère de Dyson. Ah, la sphère de Dyson. J'ai déjà entendu ce terme dans Star Trek, je crois. C'est une sorte de coquille géante qu'on construit autour du soleil ? C'est l'idée de base, oui. Freeman Dyson a imaginé ça. En gros, tu construis une méga structure, soit une coque rigide, ce qui est physiquement très compliqué, soit plus probablement un essaim de milliards de satellites et de miroirs qui encerclent totalement l'étoile. Il capte chaque photon, chaque particule d'énergie et la redirige vers la civilisation. Imagine la puissance, on parle de milliards de fois l'énergie de la Terre. Avec une telle puissance, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux terraformer Mars en quelques semaines. Tu peux déplacer des planètes si elles te gênent. Tu peux voyager vers d'autres étoiles à des vitesses proches de la lumière. Rien ne peut t'éteindre. Si un astéroïde géant arrive, tu le vaporises. Si ta planète devient invivable, tu en construis une autre. Une civilisation de type 2 est pratiquement indestructible, sauf si elle se détruit elle-même. C'est vertigineux.
On passe de maîtriser les ouragans à déplacer des planètes. On est vraiment dans le domaine des dieux à ce stade. Et pourtant, il y a un type 3. J'ai presque peur de demander. C'est quoi? Les maîtres de l'univers? Les maîtres de la galaxie, pour être précis. Le type 3, c'est le niveau galactique. Une civilisation qui a colonisé non pas un système solaire, mais des milliards. Elle contrôle l'énergie de toute sa galaxie. Pour nous, c'est la Voie lactée. Imagine une civilisation capable d'extraire l'énergie non pas d'une seule étoile, mais de 100 milliards d'étoiles simultanément. Et ce n'est pas tout. À ce niveau-là, ils utiliseraient probablement des sources d'énergie qu'on a du mal à concevoir, comme les trous noirs supermassifs au centre des galaxies. Ils pourraient puiser de l'énergie directement dans la rotation des trous noirs ou dans les sursauts gamma. Attends, puiser de l'énergie dans un trou noir? Mais c'est de la pure spéculation là, non? Pour nous, oui. Pour eux, c'est comme mettre de l'essence dans la voiture. Une civilisation de type 3 serait tellement avancée que pour nous, pauvres humains de type 0,7, il serait indiscernable de la nature elle-même, ou de la magie. S'ils déplaçaient une étoile à l'autre bout de la galaxie, on regarderait dans nos télescopes et on dirait « Tiens, un phénomène astrophysique étrange ». On ne comprendrait même pas que c'est une action intelligente. Ils sont partout. Ils sont peut-être déjà là, à nous observer comme nous on observe des bactéries dans une boîte de pétri, sans même ressentir le besoin de communiquer. On ne parle pas aux fourmis, Sarah. On marche à côté d'elles, on construit des autoroutes sur le fourmilière, mais on ne négocie pas avec elles. C'est ça, le rapport de force avec un type 3. Ça remet vraiment les choses en perspective. On se sent tout petit, et surtout très vulnérable. Et ça m'amène à la question qui fâche, Thomas. Si ces niveaux existent théoriquement, pourquoi est-ce qu'on galère autant à passer le premier niveau? Pourquoi est-ce qu'on est coincé à 0,7? C'est là qu'on entre dans la partie la plus sombre et la plus cruciale de cette théorie. C'est ce qu'on appelle le grand filtre ou le mur. Beaucoup de futurologues et de physiciens pensent que le passage du type 0 au type 1 est l'étape la plus dangereuse dans l'évolution d'une civilisation. C'est une période critique, une sorte de puberté technologique. Regarde-nous, on a découvert l'énergie nucléaire. C'est fantastique, c'est une énergie d'étoile. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec en premier? On a fabriqué des bombes capables de nous autodétruire 1000 fois. Oui, c'est le paradoxe. On a la puissance des dieux, mais la sagesse des hommes des cavernes. On a des instincts agressifs, territoriaux, tribaux, hérités de millions d'années d'évolution, mais maintenant on a des armes qui peuvent stériliser la planète. Exactement. Le danger, c'est que la technologie évolue de manière exponentielle, alors que notre sagesse biologique évolue de manière linéaire, voire pas du tout. Pour passer au type 1, on doit absolument unifier notre planète. On ne peut pas gérer l'énergie planétaire si on est divisé en 200 nations qui se tirent dessus pour des frontières ou des ressources. Le passage au type 1 exige une coopération globale. Et c'est là que ça coince. Le changement climatique, par exemple, c'est un test typique du type 0 vers type 1. C'est un effet secondaire de notre consommation d'énergie primitive. Si on n'arrive pas à résoudre ce problème ensemble, on va régresser ou s'éteindre. On n'atteindra jamais le type 1. On restera une civilisation ratée, une ruine archéologique que peut-être un jour, une civilisation de type 2 viendra découvrir en se disant « Ah, dommage, ils avaient du potentiel, mais ils se sont brûlés les ailes. C'est effrayant ». Michio Kaku, que tu citais tout à l'heure, il est optimiste ou pessimiste là-dessus? Il est réaliste, avec une pointe d'espoir. Il dit souvent que les 100 prochaines années sont les plus importantes de toute l'histoire de l'humanité. Pense à ça, pas les 5000 ans passés, ni les millions d'années futures, les 100 ans qui viennent, là, maintenant. C'est notre génération et celle de nos enfants qui vont décider si on franchit le mur ou si on s'écrase contre. On est dans une course contre la montre entre l'éducation et la catastrophe. Internet propage le savoir, mais il propage aussi la haine et la désinformation. La technologie nous sauve, mais elle crée de nouvelles menaces, comme les virus de laboratoire ou l'IA incontrôlée. On est sur le fil du rasoir. C'est une responsabilité énorme. On a l'impression que le destin de l'espèce se joue maintenant. Mais Thomas, pour finir sur une note peut-être plus inspirante, ou au moins visionnaire, si on passe ce cap, si on survit aux 100 prochaines années, l'avenir qui nous attend, c'est vraiment Star Wars? C'est l'exploration infinie? Si on passe le cap du type 1, oui, les portes de l'univers s'ouvrent. Une fois qu'on maîtrise l'énergie planétaire et qu'on a une société stable, on peut se tourner vers les étoiles sans risquer de s'entretuer à chaque étape. On commencera à coloniser la Lune, Mars, les lunes de Jupiter. On deviendra une espèce multiplanétaire. Et ça, c'est l'assurance vie ultime. Si la Terre a un problème, l'humanité survit ailleurs. Le but final, c'est de découpler notre destin de celui de notre planète d'origine. C'est un voyage qui prendra des milliers, peut-être des millions d'années pour atteindre le type 2 ou 3. Mais la récompense, c'est l'éternité. Littéralement. Une civilisation qui atteint le sommet de l'échelle de Kardashev a théoriquement les moyens de survivre à la mort de son étoile, et peut-être même, selon certaines théories très audacieuses, d'échapper à la fin de l'univers lui-même en manipulant l'espace-temps. Waouh! Partir de on brûle du charbon pour arriver à échapper à la fin de l'univers. Le fossé est gigantesque. Mais ça donne une raison de se battre pour cette transition écologique et sociale, non? Ce n'est pas juste pour sauver la planète, c'est pour nous donner une chance d'accéder aux étoiles. C'est exactement ça. Chaque fois qu'on installe un panneau solaire, chaque fois qu'on signe un accord de paix, chaque fois qu'on investit dans la science plutôt que dans la guerre, on grappille quelques décimales sur l'échelle. On passe de 0,72 à 0,73. C'est lent, c'est dur, mais c'est la seule voie qui ne mène pas au néant. Merci Thomas. Je ne regarderai plus jamais une prise électrique ou le ciel étoilé de la même façon. On est des apprentis dieux, un peu maladroits, assis sur une poudrière, mais avec un potentiel infini. C'est à la fois terrifiant et magnifique. C'est la définition même de l'aventure humaine, non? Tout à fait. Merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a donné un peu de perspective cosmique. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet, peut-être un peu plus terre à terre ou pas. D'ici là, regardez vers le haut et essayez de ne pas gaspiller trop d'énergie. Salut!